de l'Academia Europaea. Et alors, vos travaux, ils portent beaucoup sur la sociologie des intellectuels, de la littérature, de la traduction. Et parmi vos nombreux ouvrages, ceux qui vont notamment nous intéresser aujourd'hui, il y a la responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France, la sociologie de la littérature, les écrivains et la politique en France. Et puis, plus récemment, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur, qui a été une contribution importante au débat en cours sur cette vaste question, peut-on séparer l'œuvre de l'artiste, l'homme de l'œuvre, toute discussion qui ont occupé beaucoup d'espace, effectué beaucoup d'encre dans le débat médiatique, mais qui, à vrai dire, n'avait pas pendant longtemps été au cœur d'une investigation scientifique. Et donc, c'est ce que vous faites dans cet ouvrage. Je vous recommande à tous et toutes la lecture à travers diverses études de cas, distinguer à la fois la singularité de différentes situations, et le cas Maznev, le cas Polanski, par exemple, entre plusieurs autres que vous abordez, et en même temps, vous soulignez des saillances et des traits communs à ces questionnements-là, qui tournent autour précisément de cette figure de l'auteur et de l'auctorialité en France. Et donc, pour les étudiants et étudiantes qui suivent les cours, ça rappellera des souvenirs assez récents. Voilà. Donc, je vous donne la parole pour une conférence qui s'intitule « La violence symbolique ne s'efface pas » et qui fait suite à ces réflexions. Et puis, donc, on aura un temps de discussion et d'échange ensuite. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de cette invitation. Merci de me recevoir dans le cadre de vos réflexions actuelles sur le genre, les violences contre les femmes. Et je dois dire que bon, je ne suis pas spécialiste de genre, mais forcément, je suis particulièrement sensible à cette question pour diverses raisons. Et j'ai été amenée de plus en plus à m'intéresser à ces aspects dans mes travaux dans le cadre de ce dernier ouvrage. Alors, les débats autour de MeToo et de la cancel culture, ce qu'on appelle la cancel culture, ont soulevé nombre de questions sur l'attitude à tenir face aux comportements et discours sexistes. C'est une question qui déborde très largement les milieux culturels et n'est pas limitée au sexisme. Elle s'étend à tous les abus de force et de pouvoir contre les subalternes, à commencer par les enfants. Et en ce sens, j'aurais pu intituler cette conférence « La violence ne s'efface pas », qu'elle soit physique ou symbolique. Et on connaît mieux les effets de la violence physique désormais, alors que la violence symbolique commence à peine à être reconnue sous la forme extrême du harcèlement moral sur le plan juridique. Mais tout un pan de cette violence échappe à la justice car il n'en relève pas. La question de son attitude à tenir face au discours sexiste concerne de manière plus générale les discours qu'on dit de haine, hate speech, et que pour ma part j'appelle discours de stigmatisation. J'utilise la notion goffmanienne de stigmate. Pourquoi je préfère cette notion parce que je pense qu'elle permet de mettre en relief l'effet performatif de ces discours, c'est-à-dire le fait qu'ils font quelque chose aux personnes, et ce n'est pas des discours qui sont des discours d'opinion qui sont en l'air. Ils stigmatisent des personnes rattachées au groupe pour une propriété à laquelle, par une propriété à laquelle ils ou elles sont assignés en raison de leur origine ethnique, de leur religion, de leur genre ou de leur sexualité. Le monde culturel spécifiquement, c'est-à-dire de traiter ces questions des violences et des discours sexistes dans le monde de la culture. En effet, si l'abus de pouvoir caractérisé d'un Weinstein ne fait aucune question et induit sa mise à l'écart du milieu, pour les écrivains et artistes se pose la question des représentations de la figure sociale du créateur comme un génie hors norme et forcément anticonformiste, et celle aussi du rapport entre l'œuvre et l'auteur, du fait à la fois de leur identification, mais aussi de leur dissociation que j'analyse dans mon essai. Je reviendrai sur les exemples de Polanski, Kanta et Matzneff, qui montre en fait la diversité des rapports entre auteur et œuvre sous l'angle qui nous intéresse ici, sachant que je ne vais pas revenir sur la partie plus philosophique de l'ouvrage, mais on peut en discuter si vous le souhaitez
après. Alors, sur le plan des discours, les œuvres posent la question de l'autonomie de la fiction, de la distinction entre représentation et apologie. Donc, j'y reviendrai, qui est aussi une distinction qui est établie dans les tribunaux. Et en fait, donc, je vais me concentrer ici sur la violence physique et symbolique à l'égard des femmes, puisque c'est l'objet de votre séminaire, mais on pourra bien sûr dresser des parallèles ou interroger les différences avec le racisme, par exemple, ou alors les combinaisons des deux. Alors, se centrer sur les différentes formes de violence physique et symbolique à l'égard des femmes prend aussi un sens particulier au regard du rôle qu'a joué le mouvement MeToo dans la libération de la parole des victimes de viols ou d'agressions sexuelles, et pas seulement des femmes, mais aussi des hommes abusés dans leur enfance par des adultes. Et on voit aussi tout le mouvement là de révélation de ce qui s'est passé au sein de l'Église, plus l'affaire Claude Lévesque que j'évoquerai, l'artiste. Cela prend aussi un sens au regard de la violence verbale dont font l'objet les féministes de la 4e vague, qui sont qualifiées de macartistes, dans une incroyable confusion entre violence d'État, donc légitime, selon la définition de Max Weber, donc le macartisme c'était quand même une politique d'État, et revendication d'organisations militantes pour défendre une cause et la reconnaissance de droits de personnes qui sont victimes d'abus ou d'offenses. Et enfin, cela prend un sens spécifique parce que les violences à l'égard des femmes ont une longue histoire de méconnaissance. Et je rappelle, ici je n'ai pas besoin de le rappeler, que le viol conjugal n'est reconnu en France que depuis 1990. Encore aujourd'hui, plus de 80% des plaignantes se font dégoûter. Et si les discours racistes sont punis par la loi de 1972, donc la loi Pleven, les discours sexistes échappent encore largement à tout cadre législatif, même si en principe, la loi de 72 a été étendue à l'identité genrée et à la sexualité en 90 aussi. Donc la question qui se pose est, que faire des auteurs qui ont commis des agressions sexuelles ou des violences contre les femmes et des enfants, type Polanski, Matzneff, Anta, que faire des œuvres culturelles véhiculant des scènes de violence à l'égard des femmes ou des propos injurieux à leur égard? Il faut distinguer ces deux questionnements en interrogeant bien sûr le rapport entre les deux. Et c'était l'objet donc de mon livre Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur, qui était centré sur la figure de l'auteur et le rapport avec l'œuvre. Alors, je vais aborder ces deux aspects tour à tour avant d'élargir la discussion plus largement aux représentations genrées en littérature et accessoirement dans les autres arts. Une première question, que faire des auteurs ayant eu un comportement répréhensible? D'un côté, ceux, plus que celles, qui déclarent une séparation complète au nom de la liberté d'expression, de l'autonomie de l'art et de l'idée qu'on peut être un salaud tout en créant des chefs-d'œuvre. On a un ensemble d'arguments qui revendiquent la liberté d'expression, l'autonomie de l'art, et cet argument que voilà, on peut être un salaud et faire des chefs-d'œuvre. Il faut noter cependant que parmi les détracteurs les plus féroces de la cancel culture, enfin ce qu'ils appellent la cancel culture, on trouve des individus qui sont moins soucieux de l'autonomie de l'art que du maintien de leur propre domination symbolique et de leur pouvoir d'imposer leurs valeurs. Et on trouve aussi des conservateurs et des néo-réactionnaires qui utilisent ce débat pour tenter de disqualifier les revendications LGBT et les luttes féministes, et pour certains, mais pas pour toutes et tous, les discours antiracistes également. De même que certains l'utilisent pour disqualifier la déconstruction, les théories féministes et le concept de genre, bien entendu. Et bien sûr, on pourrait historiciser chacun de ces discours. L'anti-political correctness des années 80, le discours anti-mai 68, le discours antiféministe, mais aussi les listes noires d'universitaires libérales qui étaient dressées aux États-Unis dans les années 60-70, ou le macartisme que, comme j'ai dit, certains détracteurs de la cancel culture accusent les féministes de pratiquer, alors même que nombre d'entre eux et elles appellent au recensement et à la sanction des prétendus islamo-gauchistes au sein de l'université. Si ça n'est pas une pratique macartiste, je ne sais plus ce que je veux dire.
À l'autre extrême, celles et ceux qui vont jusqu'à vouloir effacer complètement l'œuvre et l'auteur, mais ça aussi, ça recouvre des pratiques différentes. Déjà, il faut distinguer le boycott des pratiques de suppression. C'est vrai qu'aux États-Unis, le boycott tend à se traduire en des pratiques d'effacement, d'élimination, d'exclusion. Ce n'est pas le cas en France, que je sache. Le boycott, c'est un droit individuel. Voilà, on peut décider qu'on ne veut pas aller voir J'accuse de Polanski, et on est parfaitement dans son droit. Et on ne peut pas appeler ça de la censure, ça n'a rien à voir avec la censure. Alors, certaines manifestations féministes contre Polanski demandaient de retirer son film de l'affiche, effectivement, donc demander la censure. Bon, moi je considère que, en fait, les organisations féministes utilisent la notoriété de Polanski pour promouvoir la cause des femmes, et on peut dire que c'est de bonne guerre. Et puis, il y a des positions intermédiaires, qu'on soit pour ou contre la censure. Je ne suis pas forcément pour censurer les films de Polanski, hein, mais je veux dire que les organisations féministes utilisent sa notoriété pour faire qu'on parle de la cause des femmes, parce qu'autrement, on n'en parle pas dans les médias. Voilà. Alors, on a des positions intermédiaires qui sont assez intéressantes dans ces pratiques appelées de cancel. Alors, il y a eu le cas de J.K. Rowling, où en fait, la pratique consiste à effacer le nom et les derniers livres de Rowling, dans certains cas, mais pas Harry Potter. Donc, en fait, il y a des gamines de 13-14 ans qui mettent des étiquettes, des stickers pour effacer le nom sur le livre de Harry Potter de J.K. Rowling, mais ils continuent à garder le livre. Donc, ça, je trouve que ce sont des pratiques assez intéressante par rapport à la construction historique des rapports entre auteurs et œuvres. Une autre option, qui est celle que d'ailleurs je préconise pour ma part, à tout le moins pour les auteurs du canon, c'est la contextualisation, et j'évoque l'exposition Gauguin qui s'est tenue à la National Gallery de Londres. Donc il n'y a pas eu suppression de l'exposition, mais il y a eu une contextualisation, c'est-à-dire que quand on entrait dans l'exposition, il était dit clairement que Gauguin avait profité de ça, enfin, avait bénéficié de son privilège d'homme blanc dans une situation coloniale pour voilà, exercer, séduire des jeunes filles, des très jeunes filles à Tahiti. Alors, je reviendrai sur cet exemple. Alors, pour les créateurs contemporains, par-delà le cadre légal qui n'est pas toujours adapté, il y a une responsabilité des intermédiaires culturels. Voilà, donc ça, je pense que c'est un point aussi qui est important. Un intermédiaire, un éditeur, un galeriste décide ou non d'exposer tel et tel artiste. Je reviendrai aussi un peu plus. En tout cas, il me semble qu'il faut distinguer les cas selon plusieurs critères. Là, je parle de la question de l'auteur ayant commis des actes répréhensibles. D'abord, la question de la gravité des actes, la nature et la gravité des actes commis, leur répétition et leur systématicité. Alors, prenons le meurtre dans le cas de Quentin. Dans le cas de Polanski, c'est un viol de mineur, et dans le cas de Matzet, c'est une relation avec une mineure soi-disant consentante. Alors, le degré de gravité semble évident, et pourtant, c'est plus complexe, puisque le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat est un meurtre involontaire, même s'il est l'aboutissement de 23 coups portés à sa compagne. Donc, bon, voilà, il n'avait pas l'intention de la tuer, mais il l'a tuée quand même. Et je pense que c'est beaucoup de cas de meurtre de femmes par leurs compagnons. Et donc ça, mais c'est passé dans un cadre privé. La question de la répétition s'est posée à propos de sa première femme. Par ailleurs, Cantat a purgé sa peine. Donc son cas a posé dans le débat la question du droit à la réinsertion. Donc, purger de peine, la question de la double peine, est-ce qu'une fois qu'on a purgé sa peine, on doit avoir une autre peine qui est de ne plus pouvoir se produire en public.
Mais à l'inverse, ce qu'ont argumenté certaines féministes, c'était de dire que les artistes avaient un pouvoir charismatique dans la société, ce qui les assimile à des personnalités publiques. Les personnalités publiques, normalement, quand on a commis un crime, on n'est plus autorisé à être représentant de la nation. Enfin voilà. Donc, ça a posé la question du statut particulier en fait des artistes dans la société, avec le capital symbolique qui va avec. Évidemment, pour les artistes, comme je l'ai évoqué au départ, il y a cette représentation du génie fou, hors norme, anticonformiste, du génie maudit. Et donc ça fonctionne aussi pour je ne sais pas si dédouaner, mais en tout cas percevoir comme légitime le fait que Quentin puisse continuer à chanter, et ça contrebalance les attentes éthiques à l'égard des artistes. Bon, de fait, là, il ne se produit plus trop, il fait de la musique, mais plus en tant que chanteur. Donc là, c'est la sanction collective, morale, qui a agi dans un cadre qui n'était pas un cadre juridique pour le coup. Dans le cas de Polanski, donc, il s'agit d'un viol de mineur qu'il aurait drogué en situation professionnelle, donc situation d'abus d'autorité, ce qui n'est pas le cas dans le cas mais en même temps, il y a un seul cas avéré du point de vue de la justice. Il y a 12 autres plaintes, mais pas été vérifiées et confirmées. Et la plainte de viol a été retirée par la plaignante en contrepartie d'une compensation financière, ce qui n'est possible qu'aux États-Unis. Enfin, en tout cas, ce n'est pas possible en France. Et on a argumenté pour le défendre, la liberté des mœurs de cette époque, et notamment dans les milieux artistiques et cinématographiques, la complicité des familles, mai 68, et certains, je ne le nommerai pas, sont allés jusqu'à dire cette jeune fille avait 13 ans et 9 mois, elle n'était pas un pubère et elle avait un petit ami. Donc ça justifierait qu'elle soit mariée. Bon. Voilà. Donc c'est le type d'argument qu'on a entendu dans les médias par des gens qui ont quand même le quasi-monopole de la parole dans ces espaces. Voilà. Mais en tout cas, pour vous montrer que, alors là, on ne peut pas repérer une systématicité, en tout cas, elle n'est pas avérée. En revanche, pour Matzneff, là, il ne s'agit pas de viol, mais d'une relation qui, en fait, se révèle aujourd'hui au regard de la loi, une relation d'emprise avec une fillette de 13 ans. Et cette emprise a été parfaitement décrite par Vanessa Springora, une de ses victimes, qui a eu le courage d'en parler. Apparemment, il y avait eu un autre texte envoyé à l'éditeur qu'il avait complètement ignoré auparavant d'une autre victime de Matzneff. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire cette connivence du milieu et de voix du silence autour de ça, alors que tout le monde voyait Matzneff avec les fillettes sur les plateaux télé, puisqu'ils s'en vantaient, et puis c'est dans ses écrits. Alors ça, je vais y revenir. En tout cas, ce débat sur autour de Vanessa Springora, et son livre est intitulé Le consentement, a posé la question juridique de l'âge du consentement, hein, qui est aujourd'hui, il me semble, à la suite de ces débats, à 15 ans. Voilà, mais en tout cas, c'était une véritable question à poser. Ce sont toujours des moyennes, hein, évidemment, on pourrait dire que pour un tel ou une telle, ça pourrait être plus tôt, alors que pour un tel ou une telle, ça serait plus tard, mais c'est le problème de ces moyennes. Alors, la deuxième question qui ressort de la première, c'est l'abus d'autorité que j'ai déjà évoqué. Donc là, je parlais de la nature, gravité des faits. Là, c'est la question de l'abus d'autorité. Ici, donc je parle de l'abus d'autorité en cadre professionnel. Alors, ça pose la question de la systématicité des actes. Donc, par exemple, Weinstein versus Polanski, puisque Weinstein s'est avéré que c'était systématique et qu'il utilisait sa position de producteur pour faire passer à la casserole les jeunes filles qui venaient en recherche de job. Alors ça relève non plus seulement de la justice,
même si cela peut aggraver le cas, le fait que ce soit systématique, mais cela relève aussi du milieu professionnel. Et donc, on peut penser à ce qui se passe dans les professions organisées, donc dans l'ordre des médecins, par exemple. Il y aurait une sanction, il y a une sanction pour abus commis par un médecin sur une patiente. Patient. Alors, dans le milieu du cinéma, dans les autres milieux artistiques, on n'a pas d'ordre. Je ne pense pas qu'il faille souhaiter d'avoir un ordre professionnel. Mais ça pose quand même la question de comment est-ce qu'on régule les pratiques dans ces milieux, sachant que dans ces milieux, notamment cinématographiques, mais aussi on peut penser au milieu de la mode, une jeune fille qui rêve de faire carrière, mineure ou non, risque de se faire exploiter sexuellement avec la capacité des familles très souvent. Et sachant que l'habitus féminin est dressé à n'exister que par le désir masculin sans s'interroger sur son propre désir. Et donc, du coup, voilà, le désir de faire carrière peut rencontrer en pratique le fait d'être objet de désir et de se prêter à ce désir. Là aussi, grâce au mouvement MeToo, s'opère à présent un travail au sein de certaines sociétés de producteurs. Donc, il y a quand même des organisations professionnelles où une réflexion est en train et peut être menée. C'est le cas, par exemple, à la SRF. Donc, il y a eu l'exclusion de Christophe Audiat à la suite des révélations d'Adèle Haenel. Et Polanski a été exclu de l'Académie des arts et sciences du cinéma qui décerne les Oscars, en même temps que l'acteur Bill Cosby. Alors, il y a eu une vaste polémique que vous avez sûrement tous en tête, provoquée par le César, qui lui a été octroyé. Et en fait, cette polémique tient à ça, parce que on avait le sentiment que récompenser Polanski, dans le contexte de MeToo, c'était ignorer ce qui se passe dans le milieu du cinéma, alors qu'on avait l'occasion de faire un peu un exemple, quoi. Et en même temps, c'est une question intéressante. J'ai parlé après le livre avec une scénariste qui avait lu le livre et qui m'a dit bon ben ça l'avait fait réfléchir parce qu'elle avait voté pour Polanski parce que pour elle c'était le meilleur film, la meilleure réalisation. Et elle a dit ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et elle ne peut pas être suspectée de connivence avec. Pour elle, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une procédure de vote individuel, il n'y avait pas eu de concertation. Et donc, il n'y avait pas une réflexion sur le milieu, sur l'éthique. Elle avait cherché à voter quel était le meilleur film, en fait. Et ça, c'était le meilleur film à ses yeux. Donc il n'y avait pas d'intention, forcément, des votants de récompenser Polanski, mais le résultat, c'est que il y a eu cette protestation d'Adèle Haenel qui a fait le tour du monde, et il est intéressant de voir que cette protestation a permis en fait de déclencher le débat. Donc il faut quelques actes comme ça un peu spectaculaires, le débat dans ce milieu. Alors il faut prendre d'autres exemples. Moi je prends l'exemple du monde académique états-unien. Il y a 30 ans, je peux vous dire que ce n'était pas du tout les pratiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a instauré le fait d'obliger les professeurs à laisser leur porte ouverte quand ils reçoivent des étudiants et des étudiantes. Et donc, il y a eu un changement de comportement qui s'est opéré par le milieu. Alors là, aux États-Unis, on a une grande partie d'universités privées, celle de la Ivy League, donc c'est pas la même chose qu'en France. Il y a les sanctions disciplinaires qui pourraient s'appliquer, mais qui de fait ne se sont jamais appliquées dans ces cas-là. On en a malheureusement des exemples et tous les exemples qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, mais en tout cas, il y a des mesures qui peuvent être prises au niveau professionnel. Je distingue là le niveau judiciaire du niveau professionnel. Et donc la question se pose pour les milieux qui sont faiblement régulés et où les jeunes femmes sont une espèce de proie pour ceux qui détiennent des positions dominantes dans ces milieux. Alors la troisième question qui se pose, concernant toujours les auteurs ayant commis des actes répréhensibles, c'est est-ce que ces actes sont présents dans les œuvres ou pas? Et si oui, de quelle façon? Parce que notre question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de leurs œuvres. Quel rapport entre morale de l'auteur et morale de l'œuvre?
Et là, on a aussi des différences entre Polanski, dont l'œuvre cinématographique est largement une œuvre fictionnelle, même si elle a une inspiration qui peut être par moments autobiographique, mais ça c'est vrai de toute œuvre. Et donc, on ne voit pas de rapport entre l'œuvre et les actes. En tout cas, il n'y a pas d'apologie du viol ni de la pédophilie. Et là, de ce point de vue-là, l'œuvre cinématographique de Polanski s'oppose complètement à ce que je n'appellerais pas une œuvre de Matzneff, à ses écrits qui, là, sont des écrits clairement autobiographiques, journal intime, là où il n'y a aucune discussion sur le fait que le narrateur est l'auteur et qui se glorifie de ses ébats avec des jeunes filles, des gamines, disons, et des petits garçons dans les pages de ces journaux. Et là, on peut voir la différence aussi, par exemple, avec Lolita de Nabokov. Là, c'est une fiction, donc c'est fiction narrée du point de vue d'un pédophile, mais qui n'a aucun rapport avec l'auteur. Ou avec Rose Bonbon de même, de Nicolas John Cornyn. Alors, dans le cas de Matzneff, non seulement il s'agit du journal intime, mais en plus, il produit des documents, comme si on avait besoin de preuves en plus. Les documents, et les documents, c'est quoi? C'est les lettres des gamines, les lettres d'amour que les gamines lui ont envoyées. Et alors là, moi je parle d'un système d'exploitation, de triple exploitation sexuelle, économique et symbolique. Parce que ils tirent des bénéfices économiques du fait de publier en leur extorquant leur autorisation. Certaines ont refusé, d'ailleurs les mots qu'il a pour celles qui ont refusé d'une violence inouïe à quelqu'un qui se présente toujours comme très policé et très dans son dernier journal que j'ai pu consulter avant qu'il soit retiré de la vente. Et puis, il y a une claire, et donc symbolique évidemment, parce qu'il en fait son statut d'écrivain, donc par-delà l'exploitation sexuelle. Et puis, il y a une apologie de la pédocriminalité qu'il appelle la philopédie, y compris dans l'essai qui a été primé par le prix Renaudot. Il n'y a qu'une journaliste de Slate qui a sans doute, elle est sans doute la seule à avoir lu le livre, puisque le jury ne s'était pas aperçu qu'il y avait dans l'ouvrage qu'ils ont récompensé un chapitre qui était un éloge de la philopédie et de la pédocriminalité. Et voilà. Donc, rien n'a changé au Renaudot à part une démission. Donc, ça pose la question de la complicité du milieu culturel par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde ces écrits de Matzneff, en fait, les fillettes, elles n'existent jamais pour elles-mêmes. Leur point de vue n'est jamais interrogé. Elles n'existent que comme faire-valoir de Matzneff. Elles sont amoureuses de lui, elles sont folles de lui, elles attendent que de le voir. Elles lui écrivent des lettres et voilà. Évidemment, quand on lit Le consentement de Vanessa Springora, on voit tout à fait autre chose, toute autre réalité qui avait complètement été occultée dans ses écrits. Et par exemple, la scène où elle doit faire un devoir de français et elle lui demande conseil. Et au lieu de l'aider, il rédige à sa place. Donc, il nie complètement même ses capacités intellectuelles. Voilà. Alors, justement, la manière dont ces fillettes sont représentées, pour moi, ça pose quand même question si je compare à Gauguin. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question, parce que chez Gauguin, peut-être qu'il y avait effectivement un abus de sa position et de son autorité et de son... Bon, c'est un contexte colonial. Et en même temps, quand on voit la manière dont il peint ces jeunes filles, là, il leur donne vraiment, il donne accès à leur subjectivité dans l'espace public. On voit leur regard, on voit leur être. Et donc, je trouve intéressant, avec nos compétences justement de critique, que ce soit littéraire, d'art ou tout ça, de faire des vraies analyses et de ne pas s'en tenir au niveau, de vraiment interroger le rapport qu'il peut y avoir et la manière de représenter.
Donc ça me conduit en fait à la question de la représentation. Ce que je voudrais dire, c'est qu'avant d'y venir, il y a un cas intermédiaire. Donc là, j'ai parlé des cas où il n'y a pas de rapport entre les œuvres et les actes commis, et puis les cas où il y a identité parfaite dans le cas de Masneff, c'est-à-dire qu'il ne parle que, il fait que de se glorifier de ces actes pédophiles. Il y a un cas intermédiaire qui est celui de Claude Lévesque. En fait, et c'est pour ça que je regrette juste de ne pas avoir fait de PowerPoint, mais quand on ne connaît pas la charge qui pèse contre lui, en fait, quand on regarde ses œuvres, ben, rien ne nous paraît suspect. Et ce qui est curieux, c'est qu'une fois qu'on connaît la plainte de Serge Collomb qui s'est plaint d'avoir été abusé par Claude Lévesque entre l'âge de 10 et 15 ans. Et donc, Claude Lévesque se faisait confier des gamins par leur famille, dont il faisait ses assistants, qu'il emmenait en week-end, en vacances, etc., mais dont il abusait sexuellement. La plupart des œuvres sont abstraites et n'ont pas l'air de représenter, mais il y a dans beaucoup d'œuvres des traces de la présence des enfants, soit une inscription à la main, soit des doudous, hein, donc ils disaient toujours ça, ce sont des cadeaux personnels. Et puis, il y a quelques photos qui sont les vacances au Coton, en mode que vous trouvez sur votre ordinateur, qui, quand on a en tête ce qui s'est probablement passé, on les voit complètement différemment. Et donc là, moi, je dirais que le cas Lévesque, il pose la question du mode de production des œuvres. C'est pas tellement de ce qui est représenté dans l'œuvre, mais c'est le mode de production des œuvres qui pose problème. Alors, j'en viens donc à la question de la représentation. Donc, la question de la représentation, elle se pose indépendamment des actes lorsque les créateurs ne se sont pas rendus coupables d'actes répréhensibles dans leur vie. Voilà. Donc, il y a les œuvres dont je viens de parler, qui sont celles d'auteurs qui ont commis des actes répréhensibles. Mais il y a des cas dont on va parler maintenant où c'est la question même de l'œuvre qui pose problème sans qu'il y ait d'acte dans la vie de l'auteur. Et j'ai commencé par l'exemple du rappeur Orelsan, qui a été poursuivi en justice pour injure et provocation à la violence contre les femmes dans 8 chansons, dont Sale pute et Saint-Valentin, suite à des plaintes de plusieurs associations féministes. Alors, il a d'abord été condamné en 2013 à 1 000 € d'amende. Donc, il y avait par exemple la chanson Saint-Valentin, où il y a ce vers, oui, mais ferme ta gueule, tu vas te faire Marie Trintignant. Donc, Marie Trintignant, vous voyez comment ça transforme en fait un meurtre involontaire, une sorte d'emblème du sort réservé aux femmes qui contrarient leur mari. Et donc là, les juges de la 17e chambre du tribunal correctionnel avaient souligné que ce néologisme marquait un peu le point culminant de la banalisation des violences faites aux femmes. Il y avait aussi citation, renseigne-toi sur les pansements et les poussettes, je peux te faire un enfant et te casser le nez sur un coup de tête. Et il y a aussi ferme ta gueule où tu vas te faire, ça c'est le même. Voilà. Et alors le jugement, en fait, a été annulé en appel et Orelsan a été relaxé lors de son 3e procès en 2015 sur la base de son argument en défense. Donc, par exemple, dans la chanson Sale pute, il joue le rôle d'un mari ou un compagnon qui voit sa femme avec un autre homme. Et donc, il est ivre et il lui écrit une lettre et il veut la tuer. Alors,
Donc l'argument d'Orelsan, ça a été de dire que c'est un personnage fictionnel. En fait, il joue un personnage fictionnel. Évidemment, ça n'a pas de rapport avec lui. Donc ça n'est pas une apologie du meurtre ou une provocation au meurtre, mais c'est un personnage fictionnel. Il dit, ben voilà, des personnages fictionnels comme ça existe. Hein. Un homme qui veut tuer sa femme parce qu'il l'a vu avec un autre homme. Alors ça, c'est intéressant. C'est un argument qui a toujours été utilisé dans les procès littéraires. Moi, j'ai travaillé dans la responsabilité de l'écrivain sur l'histoire des procès littéraires en France. Et la tradition réaliste revendiquait le pouvoir de représenter le mal en disant, ben, si on ne représente pas le mal, c'est de l'hypocrisie bourgeoise parce que le mal existe. Et si on veut le comprendre, c'est le rôle de la littérature d'analyser les mœurs. Donc ça, c'est l'argument de Balzac. Et donc, bon, le procès est fait à Flaubert parce qu'il a représenté l'adultère, alors même que, bon, voilà, l'adultère existe. Et puis, il y a la question de l'autonomie de l'univers fictionnel et des personnages de fiction. Donc, c'est pas parce que je décris un pédophile que je suis pédophile. C'est le cas ni de Nabokov, ni de Nicolas Jones-Gorlin, qui a été interrogé par la police, mais d'ailleurs, il ne pensait pas du tout que c'était lui le pédophile, mais il voulait savoir s'il avait des modèles vivants, en fait. En tout cas, ce qui s'est établi dans la justice, après un siècle de lutte pour la reconnaissance de la liberté, non pas de création parce qu'elle n'existe pas en tant que telle dans le droit français, mais de la liberté des créateurs, c'est la distinction entre représentation et apologie que j'ai déjà évoquée. Et donc ça, c'est un point important. C'est pas parce qu'on représente une réalité aussi dérangeante soit-elle, on en fait l'apologie. Et ce qui est puni par la loi, c'est l'apologie ou la provocation ou l'incitation à un crime. Alors, bon, si on revient à Orelsan, on pourrait le comparer, toute proportion gardée, au poème de Baudelaire, Le vin de l'assassin. Le vin de l'assassin introduit un meurtre commis, et pas imaginé pour le coup, dans le genre de la poésie lyrique qui s'écrit à la première personne. Donc, dans la tradition de la poésie lyrique, c'est le poète qui parle de ses sentiments. Quand Baudelaire introduit dans Le vin de l'assassin un personnage fictionnel en parlant à la première personne au jeu, ça introduit un trouble en raison des conventions de lecture associées au jeu de la poésie lyrique. Mais évidemment, il s'agit d'un personnage fictionnel. Hein, Baudelaire n'a pas tué la femme qu'il n'avait pas. Mais voilà, mais vous voyez que la question disons, l'ambiguïté de la lecture est posée. Alors, c'est pas pour. C'est un poème absolument magnifique, hein, je vous recommande si vous ne le connaissez pas. En même temps, l'ambiguïté est encore plus grande dans le cadre de la chanson. Pourquoi ? Parce que le chanteur incarne son personnage et il le joue. Donc, non seulement il parle à la première personne, mais c'est son corps qui parle à la première personne, il joue son personnage. Alors, en même temps, dans le cas d'Orelsan, il n'y avait pas de conduite agressive à l'égard des femmes à lui reprocher, mais même de propos injurieux. Ça a sans doute facilité l'argument de la fiction, et d'autant aussi que la chanson, alors c'est là que c'est intéressant d'analyser les textes eux-mêmes, la chanson, comme je l'ai dit, elle est construite comme une lettre. C'est une lettre de l'homme trompé et ivre à sa compagne, et en fait, il y a un clip, et le clip ne montre pas d'acte de violence. En fait, il est tout seul avec sa bouteille dans sa baignoire ou sur la plage. Enfin, voilà, il fulmine, mais il n'y a pas d'acte ça ne se traduit pas par des actes de violence. Cependant, ce cas soulève deux questions qui sont liées et qui ont beaucoup occupé les tribunaux dans les procès littéraires. Alors, je dois préciser que vraiment, mon livre sur la responsabilité de l'écrivain, c'est un livre en défense de l'autonomie de la littérature, hein, pas du tout pour restreindre la liberté d'expression. Et du coup, ces cas m'intéressent et me posent question. Alors, donc, les deux aspects, c'est d'abord le caractère plus ou moins complaisant de l'incarnation dans la tradition baudelairienne de représenter le mal. Donc, si on pense à Lolita de Nabokov, il n'y a pas vraiment de complaisance à l'égard du personnage.
voit le personnage dans sa complexité, il faut effectivement comprendre ce qui se passe dans la tête d'un meurtrier ou d'un pédophile, mais ce n'est pas pour autant complaisant. Et puis il y a la question de l'effet sur le public. Et ça, c'est une question très ancienne et très intéressante. Est-ce que c'est de la provocation à un acte, ou est-ce que ça a un effet cathartique au sens aristotélicien et ça canaliserait de cette manière un certain nombre de pulsions, si vous voulez? Est-ce que le fait de rire en voyant Orelsan jouer le type sous ivre qui veut tuer sa femme, quel est l'effet sur le public, hein? Donc évidemment, ça provoque le rire, mais quelle est la fonction et le sens de ce rire? C'est aussi la question des comiques. Donc ici, l'effet, il y a un effet cathartique par l'effet comique du rire et du caractère pitoyable du personnage qui est représenté. Alors ça me fait penser un peu à l'African Psycho de Mabankou, qui passe son temps, alors c'est écrit un peu contre l'American Psycho de Bret Easton Ellis, mais dans African Psycho, bon, non seulement alors, dans American Psycho, c'est un type qui est plein d'argent, qui est dans la finance, etc. Dans African Psycho, c'est un pauvre loser dans une petite ville africaine, et alors il passe son temps à imaginer comment il va tuer sa femme, mais en fait il n'y arrive jamais, Voilà. Donc voilà, ça a un côté, c'est le côté un peu parodique de la chose. Alors ça me permet d'amener Bret Easton Ellis, parce que là ça va toucher, j'ai pas forcément des réponses à apporter, j'ai beaucoup de questions. Bret Easton Ellis, c'est justement l'exemple paradigmatique de l'écrivain qui représente en toute l'égalité des meurtres et violences en série contre les femmes. Alors, il a été attaqué par les féministes comme misogyne. Et lorsqu'on a demandé à Bret Easton Ellis s'il est misogyne, d'abord, il a argué que c'est de la fiction, qu'il ne faut pas confondre l'auteur avec son personnage, à juste titre, et puis il a ajouté et alors, s'il était misogyne, si je suis misogyne, est-ce que ça rendrait mon roman mauvais? Vous voyez, là, on a ça condense les deux arguments qui ont été mobilisés contre les féministes, l'autonomie de la fiction et la dissociation entre la qualité de l'œuvre et le comportement de l'auteur. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est, voilà, quelle est la signification de... bon, on peut dire, à nouveau, il faut distinguer entre représentation et apologie ou provocation au crime. C'est sûr que Bret Easton Ellis, ce n'est pas de l'apologie ni de la provocation au crime, il représente des crimes. Mais on peut néanmoins, et c'est ça que je voudrais interroger avec vous, s'interroger sur la signification sociale de telles représentations. Alors, on peut considérer qu'étant donné l'importance des violences commises contre les femmes, numériquement, hein, quantitativement, il est normal qu'elles soient autant représentées dans la littérature et dans les autres arts, suivant un principe réaliste et statistique. Voilà. D'ailleurs, quand Virginie Despentes inverse les rôles en campant des personnages féminins de serial killers dans Baise-moi, l'effet est immédiatement comique et parodique. Comique par rapport à la réalité sociale, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de femmes serial killers, je crois qu'on n'en connaît qu'une, voilà. Parodique par rapport à la tradition littéraire et cinématographique, parce qu'il n'y en a pas non plus dans cette tradition. Et c'est d'autant plus comique et parodique qu'elle mélange le serial killer avec le genre du porno, ce qui est inhabituel. Apparemment, les consommateurs masculins de ces deux genres appartiennent à des catégories distinctes. Mais on peut aussi s'interroger sur le degré de complaisance dans la manière de représenter ces violences à l'égard des femmes. Quand bien même l'on admettrait l'effet cathartique, ce que je ne suis pas loin d'admettre, hein, ces représentations ne tentent-elles pas à banaliser, à normaliser ces violences? Ou plutôt à banaliser la chosification des femmes qui sont souvent, dans ces fictions, justement, dénuées de toute épaisseur, personne, de toute subjectivité.
D'ailleurs, on peut aussi s'interroger sur le succès de scandales que remportent souvent ces romans qui étalent des violences contre les femmes de façon complaisante. Quelles pulsions viennent-ils satisfaire? Donc là, je ne pense pas du tout qu'il faille mobiliser la censure. Ce qu'il faut mobiliser, c'est nos outils de critique pour faire des lectures de près, des close reading de ces textes. Ce que je n'ai pas fait, hein, c'est plutôt un programme. Mais il me semble, je donne juste quelques pistes de réflexion, qu'il y a une différence, par exemple, avec Sanctuaire de Faulkner, qui mettait en scène un viol avec un épi de maïs. Donc c'est un viol avec un épi de maïs qui signifiait à la fois la volonté de possession, plus que le désir, et l'impuissance. Mais le roman adopte le point de vue de la victime qui se rend complice en acceptant cette violence et en la taisant, de même qu'elle tait l'impuissance. Donc ici, Faulkner met en exergue l'ambiguïté des rapports de genre et les mécanismes de la violence symbolique au sens de Bourdieu. Dans la domination masculine, Bourdieu définit la violence symbolique comme une violence douce qui s'exerce avec la complicité des dominés. Complicité qui n'est pas consentement. Elle tient au fait que, ayant été exposées à la même éducation, les femmes partagent la division du monde et les hiérarchies symboliques des dominants. D'où la notion de violence symbolique qui définit les identités légitimes et fait intérioriser à chacun et à chacune sa place. Alors, dans son roman autobiographique Ce qu'ils disent ou rien, Annie Ernaux décrit ainsi la première relation sexuelle de la protagoniste. La protagoniste, c'est Anne, une jeune fille de 15 ans, 17 ans dans le roman, je ne sais plus, qui a une première relation sexuelle violente, que Anne accepte sans broncher. En fait, la curiosité et le désir d'émancipation dictent la conduite d'Anne et lui font accepter sans broncher la loi du garçon, qui la possède brutalement pour ensuite l'humilier et la délaisser, notamment parce qu'elle s'est laissée attirer par un autre. Et cette description ne s'accompagne d'aucun commentaire de la narratrice, contrairement à un second récit dans lequel Annie Ernaux est revenue sur cet épisode de sa vie. Cette fois non plus sur le mode fictionnel, mais dans un de ses textes autosociobiographiques, Mémoire de fille. C'est intéressant, c'est un texte qu'elle a écrit justement à l'heure des premiers débats autour de MeToo. Et ce texte pose d'emblée la question du consentement ou de la soumission, c'est à la première page. Et en fait, elle écarte les deux options. Parce qu'elle voulait cette relation. Et je la cite, elle écarte ces deux options au profit de, je cite, l'effarement du réel qui fait tout juste se dire qu'est-ce qui m'arrive ou c'est à moi que ça arrive, sauf qu'il n'y a plus de moi en cette circonstance où ce n'est plus le même déjà, le même moi. Il n'y a plus que l'autre, grand A, maître de la situation, des gestes, du moment qui suit, qu'il est le seul à connaître. Or, la violence symbolique consiste précisément à se rendre complice de sa propre domination, non par consentement, ni par contrainte, mais par le fait de subir cette domination en la vivant comme naturelle. Loin de l'indigner, l'humiliation et le rejet ne font qu'attiser le désir de la fille, lequel ne relève pas de la quête d'un plaisir qu'elle n'a pas connu, donc fait attiser son amour pour cet homme qui la méprise. Donc, en endossant le regard et le désir des garçons, comme le dit Annie Ernaux, la fille réalise son destin de fille. Elle accomplit le rite de la possession qui fait suite à celui du sang menstruel, dont elle est non moins fière, ne comprenant pas d'ailleurs que Simone de Beauvoir insiste dans le deuxième sexe, sur la souillure, parce que pour elle, pour Ernaux, la honte, pour Anne, la honte réside dans l'interruption du cycle qui survient quelque temps après cette première nuit, donc la crainte d'être enceinte, pas plus qu'elle ne reconnaît, même rétrospectivement, pour qualifier son expérience, le mot viol. Alors même que pour Simone de Beauvoir, comme vous le savez, toute première pénétration est un viol. Donc Arnaud refuse le terme pour décrire cette expérience. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle décrit le sentiment de honte qui l'assaille quand elle revient sur cet épisode.
Et je la cite, elle dit « C'est une autre honte que celle d'être fille d'épicier captif. C'est la honte de la fierté d'avoir été un objet de désir. » Donc la honte rétrospective de la fierté qu'elle a eue d'être objet de désir. Et elle conclut, et ça aussi c'est intéressant, d'avoir reçu les clés pour comprendre la honte ne donne pas le pouvoir de l'effacer. C'est-à-dire qu'elle continue à ressentir cette honte rétrospective d'avoir été fière d'être l'objet du désir de cet homme. Et pour cause, cette honte a posteriori est étroitement liée au sentiment de complicité et de culpabilité que produit la violence symbolique qui est magistralement incarnée dans ces récits d'Ernaud. En tout cas, ce sentiment de culpabilité, de complicité, c'est quelque chose qui se retrouve très souvent dans les témoignages de victimes quand elles arrivent à produire un témoignage, y compris de viol avéré, enfin d'agression, pas de relations souhaitées. Alors, MeToo a libéré la parole des victimes d'agressions sexuelles et l'écriture a été un puissant moyen d'expression, à commencer par le livre de Vanessa Springora que j'ai déjà évoqué, qui révélait justement le point de vue ignoré des écrits de Matzneff et de ses écrits masculins. De même, dans Filles de Camille Laurence, qui est un roman autobiographique, une fiction, elle est venue à la fiction déjà avec le livre précédent, mais en tout cas là c'est clairement un roman autobiographique. Un chapitre est consacré à l'agression sexuelle que subit la fillette de 7 ans de la part d'un grand-oncle. Scène, donc on comprend qu'elle est autobiographique parce qu'elle apparaît dans ses autofictions, mais de manière beaucoup plus succincte. Donc on voit aussi l'effet de libération de la parole dans le contexte de MeToo qui a permis d'aller plus loin dans le récit de ce qui s'est passé dans ce moment-là. Il est intéressant de voir que cette émergence a aussi une incidence sur les écritures masculines, du moins certaines. Donc, je prends l'exemple de Mackenzie Orsel, qui restituait déjà dans L'ombre animale en 2017 le point de vue d'une femme haïtienne racontant d'outre-tombe la violence avec laquelle elle et sa mère ont été exposées, la violence à laquelle elle et sa mère ont été exposées de la part de son père. Elle parle à sa mère en disant « toi », et en fait le « toi » à la fin devient le « toi » de toutes les femmes. C'est universalisé. Une adresse à toutes les femmes. Et dans son dernier roman, Une somme humaine, qui était finaliste du prix Goncourt, là, la narration épouse le point de vue d'une jeune fille française, cette fois, qui subit un viol au sein de la famille. Je ne vais pas divulgacher. C'est le sort qui est aussi réservé à sa meilleure amie, pour le pire. Et donc, voilà. Donc ce point de vue féminin et aussi le point de vue des effets de la violence sur les femmes est introduit maintenant de manière, en tout cas, plus visible dans la fiction, y compris par des hommes. Et donc, le changement de point de vue est décisif pour mettre à jour, pour porter au jour le double mécanisme de la violence symbolique et de la violence physique dans les sociétés patriarcales et leur imbrication, c'est-à-dire l'imbrication de violence symbolique et de violence physique, qui passe par la hiérarchisation des identités légitimes, la subordination des femmes au désir des hommes et la dénégation ou la relativisation de leur point de vue, toujours ramenés à leur identité biologique, rabaissée, dénigrée, particularisée, ce qui est la contrepartie de leur chosification. Alors, il faut plus largement s'interroger sur la représentation des femmes dans la littérature canonique, dans la mesure où la littérature a le pouvoir soit de reproduire la violence symbolique, soit d'en divulguer les mécanismes, ou même de changer les représentations. Alors, comme ce pouvoir repose sur la méconnaissance de l'arbitraire de la domination, c'est ça la définition de la violence symbolique par Bourdieu, c'est que en fait, il y a une dénégation, une méconnaissance de l'arbitraire de la domination qui fait qu'elle est reconnue comme naturelle. Donc, ce pouvoir symbolique repose sur la méconnaissance de l'arbitraire de la domination, donc sur sa naturalisation. Et c'est pourquoi le fait même de divulguer les mécanismes de la violence symbolique revient à en révéler l'arbitraire. Donc, j'ai brièvement évoqué la façon dont Ernaud effectue cette mise au jour, et
aussi le roman de Camille Laurence, qui est entièrement consacré à cette question de fabrication de la violence symbolique, hein, de la hiérarchie entre hommes-femmes, de la représentation des femmes par les hommes. Ça commence par le père. Enfin, voilà. Par contraste, on peut citer de grands auteurs du canon qui ont contribué à reproduire cette violence symbolique dans les rapports de genre de manière plus ou moins inconsciente. Et je vais prendre Camus comme exemple. Victimes de violences ou délaissées, les femmes n'existent dans les romans de Camus que par les hommes. Elles sont des faire-valoir de leur virilité, brutale ou séductrice, faire-valoir vouées à l'effacement, comme l'a relevé la critique. Dans les relations amoureuses ou conjugales, les femmes aimantes et les femmes aimantes et éplorées sont dans l'attente, toujours déçues, et les hommes dans la fuite et le malaise, sinon le remords, à l'image du docteur Virieux, qui, dans La Peste, tente de chasser de ses pensées sa femme malade et recluse afin de poursuivre son action. Les sentiments, l'attendrissement détournent l'homme viril de l'action. Il doit les combattre en lui, quand bien même il en éprouverait de la culpabilité. Tel est le cas des héros les plus positifs qui leur demandent pardon, à l'instar de Jonas à son épouse, Louise, dans L'exil et le royaume. Baignant dans une inquiétante étrangeté, ce sentiment de culpabilité à l'égard de la compagne semble reproduire celui ressenti à l'endroit de la mère, figure d'effacement et de résignation. Donc, effacés, soumis quand ils ne sont pas violentés, les personnages féminins de Camus illustrent la reproduction de la violence symbolique. Il n'est pas jusqu'aux scènes de possession brutale évoquées dans La Chute et faisant écho à Histoire d'eau, paru 2 ans plus tôt, en 1954, l'œuvre d'une femme, qui ne relève d'une forme de soumission complice, selon le schéma hegelien des rapports entre maître et esclave, l'attachement du narrateur à sa victime, cessant pourtant dans La Chute le jour où, je cite, « dans le violent désordre d'un plaisir douloureux et contraint, elle rendit hommage à voix haute à ceux qui la servissaient. » Donc là, seul le plaisir extorqué par la force procure satisfaction au narrateur fictionnel et le consentement proclamé de sa proie suffit à l'en désintéresser. Donc ce passage livre la quintessence de l'ambiguïté des relations sadomasochistes en tant que métaphore du fantasme de la domination brute, reposant sur la soumission et la chosification de l'autre, et il pourrait s'appliquer à un rapport de force inversé entre les sexes, figure de la dominatrice, ou entre personnes du même sexe, sauf que comme pour les scènes de violence et de crime, chez Camus, dans la majorité des œuvres littéraires, chez Camus comme dans la majorité des œuvres littéraires, et comme dans la réalité, ce sont le plus souvent les hommes qui sont en position dominante et les femmes en position dominée et soumise. Alors on peut considérer, encore une fois, que la représentation des rapports genrés dans l'œuvre de Camus correspond à la réalité de son temps, statistiquement, à tout le moins, mais on peut aussi considérer que cette œuvre est élue à reproduire et à perpétuer cette violence symbolique qu'elle naturalise sans l'interroger, occultant les points de vue féminins qui sont distanciés, qui étaient présents dans la littérature à son époque, y compris celle écrite par des hommes. Il y avait des figures de garçons, de femmes émancipées, de lesbiennes, de troisième sexe, tout simplement de femmes autonomes dans son existence et sa volonté. Évidemment, tout ça ne remet pas en cause ni la puissance ni la beauté de son œuvre, mais il faut quand même, voilà, les analyses précises qu'on peut faire de ces œuvres nous permettent de voir comment la littérature peut reproduire sous certains rapports, y compris d'auteurs comme Camus qu'on ne peut pas suspecter de vision conservatrice du monde. Ou, voilà. Alors, de manière générale, je voudrais dire aussi, parce que souvent on entend comme argument que la relativité des normes. Ah bah oui, mais c'était comme ça à cette époque, donc c'était normal. Normal qu'ils pensent comme son époque. Alors pour moi, l'argument de la relativité des normes ne tient pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que la domination masculine était au cœur de l'idéologie dominante à l'époque de Camus, que cela relativise la violence symbolique que subissent les femmes. Donc, c'est pas parce que c'était l'idéologie dominante que ça n'exerçait pas de violence symbolique sur les femmes, au contraire. Voilà, c'était renforcé par l'idéologie dominante. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, l'accusation d'anachronisme ne tient pas la route. Il n'y a rien d'anachronique à porter au jour cette violence symbolique que nombre d'œuvres du canon littéraire ont contribué et contribuent toujours à reproduire.
Encore une fois, il ne s'agit pas de la censurer, mais de l'analyser sous ce prisme sans pour autant les réduire à cette dimension. Et l'analyser sous ce prisme, c'est ce que fait la critique féministe, hein, de longue date. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas réduire à ça, et il est important de comprendre la complexité justement des œuvres pour une œuvre comme celle de Camus, pour comprendre pourquoi ces mécanismes voilà, perdurent. Alors, sur un exemple un peu différent, mais la recherche du temps perdu de Proust, qui met aujourd'hui subtilement les plus infimes rapports de force au sein du champ du pouvoir, notamment entre aristocratie et bourgeoisie, est aveugle au rapport de domination avec les subalternes, qui contribuent à reproduire, comme le soulignait bien Annie Ernaux ce matin sur France Culture, il y avait un extrait qui a été cité, elle a dit, voilà, c'est un passage très drôle, mais en même temps, on rit au détriment du domestique qui est rappelé à sa fonction subalterne. Enfin voilà. Et donc, de fait, son point de vue de Proust minoritaire en tant que juif homosexuel ne le rend pas pour autant lucide sur ce point. Donc, ce n'est pas une raison pour ne pas lire Proust, ni pour nier la valeur esthétique et l'acuité sociologique sur d'autres plans de son œuvre, mais bon, on peut quand même voir qu'il est aveugle au rapport de domination de classe subalterne. Et pourtant, donc, ces exemples nous interrogent sur le rôle des œuvres de création, non seulement dans la mise au jour des formes de violence symbolique et physique, mais aussi dans la subversion des représentations qui reproduisent la violence symbolique, qu'elle soit de classe, de genre ou de race. Évidemment, sur le genre, il suffit parfois de revenir à la littérature du XVIIIe siècle, aux confessions de Rousseau, par exemple, là où on a une vision complètement différente des rapports genrés, hein, où Rousseau a une relation avec une femme plus âgée que lui, qu'il appelle d'ailleurs à sa demande maman. Bon, on peut gloser là-dessus, mais en tout cas, bon, cette femme est parfaitement libérée et pas du tout dans des rapports de soumission à la domination masculine. Elle représente bien une forme de meurtre de l'aristocratie de l'époque et ça ne posait pas de problème. Donc déjà, il faut situer ces rapports genrés dans le cadre de la société bourgeoise patriarcale qui s'est établie au XIXe siècle. Et même, bon, on peut se dire que nombre d'œuvres entrées dans le canon ont mis en scène le désir féminin. D'ailleurs, c'est ce qui a fait scandale. Hein. Je pense que Madame Bovary de Flaubert, que j'analyse longuement dans La responsabilité des écrivains, je pense que le plus grand scandale de ce livre, c'était qu'il mettait en scène le désir féminin. C'était quelque chose qu'il n'avait pas droit de citer dans l'espace public au 19e. Le désir d'une femme mariée pour les hommes qui ne sont pas rien que le désir en soi, hein, même ça serait, quand bien même ça serait son mari. Alors, même si ce désir est un leurre qui l'a conduit à sa perte, hein, voilà, ce qui fait l'ambiguïté du roman. En tout cas, je vous conseille, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir, le très beau film de Mieke Ball qui propose une interprétation féministe de Madame Bovary un peu contemporaine, et c'est assez. C'est un beau film. Autre œuvre aussi, c'était L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, qui montrait aussi le désir féminin. Et par ailleurs, la littérature écrite par des femmes regorge d'héroïnes en voie d'émancipation. Et bon, j'ai parlé de Annie Ernaux, on peut penser à La femme gelée, qui est le moment justement où elle prend conscience que tout son désir d'instruction sociale, matérialisé par le fait qu'elle est devenue prof et qu'elle s'est mariée avec un homme d'une classe supérieure, en fait, est un leurre et qui décide de s'émanciper de cette condition. Donc tout ça existe bel et bien dans la littérature, dans l'art, mais est-ce suffisant? Je crois que dans ce qui a beaucoup changé grâce à MeToo, c'est la question des représentations, des relations genrées, même au niveau de la séduction et de l'introduction en fait des rapports et tous les débats qu'il y a eu, que ce soit chez Nier, que ce soit Blanche-Neige, que ce soit surtout la Belle au bois dormant, ont soulevé ces questions.
Donc, on se pose la question de comment représenter en fait les rapports genrés. Alors, j'ai vu l'été dernier le film de Cédric Clapiche encore, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Donc, ce film, c'est très discret, mais bon, la protagoniste refuse les avances d'un des danseurs. Elle dit non, non, moi, c'est pas du tout ce que. Voilà, je voulais pas ça. Un des danseurs de la troupe de Professeur Terre. C'est elle qui embrasse celui qui lui plaît. Et dans la scène d'amour, elle est sur lui. Donc ça, c'est un changement, ça a l'air de rien. J'ai parlé avec des gens qui ne s'en étaient même pas aperçus. Mais ça a l'air de rien, mais c'est un changement quand même radical dans les représentations cinématographiques des relations amoureuses. Euh, voilà, alors je pense que, à mon sens, ce type de subversion discrète peut avoir des effets durables, sachant qu'il y a dans les jeunes générations une conscience bien beaucoup plus aiguë, bien supérieure à celle qui était la nôtre. Je parle pour ma génération, où l'on considérait pourtant les femmes comme pleinement émancipées de ces enjeux. Voilà, enfin, conscientes de ces enjeux. Alors, je vais juste, avant de conclure, ajouter quand même qu'il faut aussi poursuivre, dans une perspective intersectionnelle, la question qui a été posée par Béatrice Spivak, dont les subalternes peuvent-elles parler, où elle montre à travers l'exemple du rituel du sacrifice des veuves indiennes l'impossibilité pour les femmes subalternes qui régnaient contre l'injonction patriarcale, simulée après la mort de leur mari, et l'injonction du colonisateur anglais, supprimer ce rituel considéré comme barbare, leur impossibilité d'exprimer leur propre subjectivité. Ce qui l'a conduit à s'interroger sur la représentation du sujet du tiers-monde dans, aujourd'hui on dirait Global South, sud global, dans le discours occidental. Dans un autre article, elle a analysé un récit de l'écrivaine indienne Mahasepeta Devi, son œuvre, donc son récit qui s'appelle, je suis très mal le prononcé, Stanadaini, qui est traduit du bengali en anglais par Spivak sous le titre de Breastgiver. Donc c'est la nourrice. Hein. Donc c'est un récit conçu par l'auteur comme une parabole de l'Inde après la décolonisation à travers le personnage d'une nourrice. Et Spivak montrait dans cette analyse comment, par-delà la parabole la décolonisation, cette œuvre questionne les présupposés des théories féministes dominantes. J'imagine que vous avez où aller discuter de ces questions. Voilà, donc pour conclure, rapidement, j'ai abordé la question des violences symboliques, des violences physiques et symboliques dans les rapports de genre au sein des milieux culturels sous deux aspects. Donc, premièrement, on peut faire des auteurs coupables d'actes répréhensibles. Et là, on a vu que ça dépendait de la nature et de la gravité des actes, de leur lien avec l'abus d'autorité dans un cadre professionnel, mais aussi du degré de consécration. On s'est demandé si le cadre judiciaire suffisait. On a posé la question des sanctions professionnelles et puis aussi des sanctions morales. Hein, ces trois choses coexistent dans la société. Faut-il effacer? Bon, moi, j'ai aucun scrupule à effacer Matzneck, en tout cas au retrait de ses écrits de l'espace public. D'autant plus que je ne considérais pas ça comme une œuvre littéraire digne de ce nom, mais en tout cas, ce qui est important, c'est la parole des victimes, la parole donnée aux victimes. On voit des effets aussi de mise au banc et d'exclusion. Ils ont des effets dissuasifs qui peuvent modifier les mœurs pour les contemporains. L'exemple que j'ai donné des universités états-uniennes, les comportements ont changé. Voilà. Donc on peut modifier, changer les mœurs. Pour les artistes et auteurs du canon, je pense que préférable à l'effacement, c'est l'explicitation des enjeux, comme on a vu dans le cas de Gauguin, et l'analyse des situations et des œuvres de près, et puis une réflexion sur les types de domination raciale, genrée ou en situation coloniale dans ce cas. Mais aussi, je pense qu'il faut relativiser le canon,
et arrêter de se focaliser tout le temps uniquement sur Céline ou enfin, voilà, en faisant de la place à des femmes et d'autres artistes issus des minorités racisées, parce que le canon est aussi une construction et on voit d'ailleurs, on ne savait pas, on ne savait même pas qu'il y avait des artistes femmes et maintenant on ne sait même pas d'où elles sortent. Voilà. Tout d'un coup, elles sont sorties des caves, des musées, c'est incroyable quand même, hein. Mais bon, je donne dans le livre, en conclusion, l'exemple de Natalia Goncharova. Elle était extrêmement connue. En 1913, il y a eu une rétrospective, enfin, pas une rétrospective, une exposition. Elle avait une réputation en toute l'Europe. Comment se fait-elle qu'elle a été effacée du canon? Et on la redécouvre maintenant parce qu'on cherche avec des lanternes des femmes artistes. Par les trouver. Et d'ailleurs, je vous recommande le site de Camille Morino, Aware, qui est un site où elle fait justement ce travail de collecter des traces de femmes artistes de par le monde. Il y a un livre très intéressant de Jennifer Milligan qui montrait comment les femmes écrivains, les écrivaines françaises de l'entre-deux-guerres avaient été évincées du canon après 1945. Elle montrait à la fois l'assignation de genre et de gender de ces femmes, c'est-à-dire que les femmes avaient accès à l'écriture, mais elles étaient en même temps assignées soit à l'autobiographie, soit à la romance, hein, c'est-à-dire à l'amour, qui était considéré comme voilà, quelque chose qui peut parler de l'intimité, de la subjectivité, c'est leur domaine. Mais au-delà, elles n'ont pas accès à l'universel, donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montrait comment, dans le cadre de ces assignations identitaires, ces femmes écrivaines avaient opéré un certain nombre de subversions, même dans le genre qui n'était pas encore complètement codifié, ce qu'on appelle le roman rose aujourd'hui, le roman sentimental, il y avait la contrainte du happy end, mais c'était pas aussi codifié qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des chartes très, très claires. Et donc, elle montrait comment il y a des subversions, même des rapports de genre, c'est-à-dire des inversions des rôles masculins, féminins. Donc, elle faisait une analyse très précise de ça. Mais ces femmes, et c'est là que j'avais d'ailleurs découvert, bien avant qu'on la redécouvre, Irène Nemirovsky, parce qu'elle était une auteure importante à cette époque, qui avait été effectivement évincée. Sa disparition à Auschwitz en 1942 ayant facilité la tâche de son éviction du canon. Alors, je pense que toute cette réflexion doit aussi nous inviter à déconstruire la figure de l'auteur en héros culturel qui incarnerait la nation, parce qu'évidemment, si on doit commémorer l'homme, hein, ce sont des hommes en général, eh bien, forcément, on va commémorer la date de naissance, la date de mort, et donc la date de naissance de Céline ou de Maurras, elle a posé problème. On dit, ah bah, ils commémorent parce qu'ils ont été importants pour l'histoire de la nation. Bah, à ce moment-là qu'on commémore le procès de Maurras, qui était beaucoup plus important pour l'histoire nationale que sa date de naissance. Et de même pour Céline, bon, bah, on commémore le voyage au bout de la nuit ou autre moment, mais la naissance et la mort. Donc là, on voit bien que c'est la personne de l'auteur qui est constituée en figure digne de commémoration nationale. Et donc, du coup, on attend des auteurs d'être des exemples, des paradigmes de vertu morale. Alors, évidemment, quand on a Maurras et Céline, c'est un peu embarrassant. Voilà. Et alors, que faire des œuvres? Donc, la deuxième question, bon, comme je disais, c'est pas difficile de se priver de Matzneff, qui est une fabrication d'un certain milieu littéraire. Alors, il y a des auteurs comme Richard Millet et Renaud Camus, dont je n'ai pas parlé ici, parce que c'est plutôt, ils sont aussi misogynes, hein, mais c'est plutôt et d'ailleurs, on pourrait, je pense, analyser leur œuvre littéraire sous cet angle, mais en tout cas, en fait, c'est plutôt sur les questions racistes, mais ils ont été exclus du champ littéraire par une sorte de mécanisme d'autorégulation dans lesquels, justement, l'article d'Annie Ernaux dans Le Monde, signé par un certain nombre d'autres écrivains et aussi de Luc Lézieux dans l'Obs, ont joué un rôle, disant que ce n'était pas acceptable de tenir, quand il a publié son éloge d'Anders Breivik, donc l'assassin, éloge littéraire d'Anders Breivik, l'assassin de ces jeunes en Norvège qui étaient dans un camp de vacances. Donc c'est un éloge littéraire pour la beauté du geste. Voilà. Et tout en justifiant finalement son idéologie. Enfin, en tout cas, pas justifiant parce qu'il ne veut pas se condamner pour apologie de crime, mais en essayant d'expliciter, de
comprendre ce qui l'a mené à ça. Et c'est évidemment le problème, le multiculturalisme qui aurait conduit à ça. Alors, on n'a pas évidemment pour autant effacé leurs œuvres reconnues antérieures à leur prise de position. Je parle de Millet et de Renaud Camus, de même qu'on n'a pas effacé les voyages au bout de la nuit de Céline. Mais ça n'empêche pas d'analyser la vision du monde qui est véhiculée dans l'œuvre. Et donc je pense que là où il y a le lien entre l'auteur et l'œuvre est le plus fort, c'est pas tellement dans les personnages fictionnels, c'est dans la vision du monde qu'on peut reconstituer. C'est pas forcément dans une idéologie explicite, mais c'est dans les formes d'ambiance et de construction. Et donc là, l'analyse littéraire de près, comme dans un film, hein, elle est précieuse parce qu'elle nous permet de reconstituer ça, comme l'avait fait Jérôme Mézot à propos de Houellebecq hein, dans Plateforme, où il montre qu'en fait, les points de vue islamophobes sont exprimés par des personnages fictionnels, mais il y a 4 personnages adjuvants qui expriment ces points de vue islamophobes et qui ne sont jamais contredits dans le roman. Et donc là, on voit bien que, alors, il dit à la fois il joue le roman à thèse et la parodie du roman à thèse. Donc il y a toujours chez Houellebecq ce double niveau hein, de premier niveau, premier sens et puis de deuxième degré, de degré qui est plus parodique. Et donc il joue tout le temps sur cette ambiguïté, il est très fort pour ça. Ça n'empêche pas que des analyses voilà, fines, littéraires, permettent de mettre ce mécanisme en avant. Et donc, alors c'est pareil pour Céline. Bon, moi je me suis prononcée contre la réédition des pamphlets de Céline parce que c'est des purs textes de stigmatisation antisémite qui, quand ils sont parus, étaient parfaitement légaux, puisqu'il n'y avait pas la première loi contre ça, c'est 1939, le décret de Marchandeau, qui est immédiatement abrogé par Vichy, par le régime de Vichy, et que lui, au moment où il est publié, il concevait dans la continuité du premier œuvre littéraire, parce qu'il voulait toucher un public plus large, il était déçu de ne pas avoir eu le concours pour Mort à crédit. En tout cas, je me suis prononcée contre la réédition de ces pamphlets, mais bon, personne n'a jamais été question de censurer Voyage au bout de la nuit, on aura crédit ou aucun des romans de Céline. Et d'ailleurs, là, on publie ces inédits comme si c'était des romans, alors que ça, bon, bref, ça n'en est pas, mais bon, on peut en parler. Mais en tout cas, le fait qu'on lise Céline et qu'on apprécie ces romans, ça n'empêche pas d'analyser les représentations racistes et sexistes qui sont véhiculées par ces romans. Hein. Alors, bon, il y a eu un article dans En attendant Nado de Benetti et de Tiffen Samoyo sur Guerre, hein, sur le livre qui vient enfin, celui qui est sorti avant Londres, qui ça a été montré par des spécialistes, n'est pas vraiment un roman pensé comme autonome, mais c'est sans doute un feuillet qui tombait du voyage. Alors eux pointaient le sexisme en fait dans Guerre. Je suis pas entièrement d'accord avec leur analyse, parce qu'en fait, bon, l'infirmière a une position vraiment dominante dans ce roman par rapport à des hommes qui ont perdu leur fertilité, qui sont blessés dans cet hôpital. Donc je pense que c'est un peu plus complexe, mais bon, peu importe, le débat en soi est intéressant, enfin, de discuter, d'analyser ces textes. En tout cas, voilà. Alors pour les œuvres contemporaines, je redis ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la responsabilité des intermédiaires, des éditeurs, des agents littéraires, des critiques me semble importante. D'ailleurs, j'avais mené un certain nombre d'entretiens avec des agents littéraires, parce qu'il enquête sur les agents littéraires, et je leur ai posé une question toujours systématiquement sur l'éthique. Alors c'est souvent des femmes, et j'ai pas précisé. Et spontanément, elle disait ah, mais je ne pourrais pas publier une œuvre, un livre raciste ou sexiste. Elle dit c'est même pas par idéologiquement, c'est que je ne pourrais pas le défendre. En fait.
si je suis agent, je dois pouvoir défendre. Voilà. Après, je ne suis pas allée interviewer les agents des auteurs racistes ou misogynes, parce qu'ils existent aussi. Donc, voilà. Donc, mais en tout cas, c'était intéressant que les intermédiaires, spontanément, écartent ces types de représentations. Alors, on peut se poser la question de est-ce que la place plus importante des femmes parmi ces intermédiaires modifie les critères de sélection ou non? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas, à cause du mécanisme de la violence symbolique qui fait que les femmes ont pu participer à leur reproduction, mais en tout cas, ça serait une question intéressante à interroger. D'ailleurs, Lila Batz, qui est doctorante, travaille sur cette question des femmes dans l'édition et aussi des écrivaines, des représentations des écrivaines. Voilà. Et donc, je terminerai juste sur la nécessité, en tout cas, de poursuivre ce travail d'anamnèse et de prise de conscience collective, le travail aussi d'éducation, qui parfois va en sens inverse, des jeunes vers les aînés, et aussi l'importance du rôle des œuvres dans la modification des représentations et des comportements. Merci beaucoup. Cette très dense et riche intervention qui effectivement prolonge beaucoup, enfin, même voilà, dans d'autres directions que l'orage. Moi, j'aurais quelques questions, comme ce que Gaëlle aussi. Mais auparavant, est-ce qu'il y a quelques questions de la salle pour commencer? Peut-être c'est de mûrir la question peut aussi commencer. Est-ce qu'il y a une première question? Alors, maintenant que vous avez compté, je vais me donner la parole. Pour commencer, j'aurais peut-être une question très massive et lourde à porter pour vous, parce que je ne sais pas s'il est possible d'y répondre. Mais je me souviens dans une des interventions que vous aviez faites à Mediapart autour de la sortie du livre, était évoquée cette question de pourquoi, quand même, il semble plus difficile d'admettre l'existence et de savoir quoi faire de l'existence de représentations sexistes que de représentations antisémites ou racistes. Et je dois dire que en fait, il y a quelque chose qui demeure pour moi, en tout cas, un mystère aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on voit que tous les arguments que vous avez évoqués sont quand même, et ils s'en réjouir, mais aujourd'hui sont quand même un peu tombés pour l'antisémitisme, ça c'est évident, et même quand même pour le racisme, même si c'est pas pour dire que le racisme a disparu de la surface médiatique, très loin de là, mais en tout cas dans les discussions sur les enjeux littéraires, cette question-là de l'autonomie et du coup de l'impunité et puis de l'innocence absolue des œuvres ne fait plus consensus pour l'antisémitisme ou pour le racisme, mais quand même ça reste un discours, alors c'est plus le discours absolument hégémonique, mais effectivement il reste dominant, et ça c'est un peu un mystère pour moi. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça. Je m'interroge comme vous là-dessus. En fait, je pense que ça s'explique aussi par l'histoire de ce milieu littéraire qui s'est surtout le pôle le plus autonome, qui s'est aussi beaucoup constitué en se différenciant du pôle de grande production qui souvent a été plus féminisé. C'est-à-dire que le principe de distinction masculine, l'entrée des femmes dans les avant-gardes, c'est quand même très très récent. C'est intéressant à voir. Et c'est-à-dire qu'au pôle, c'est Suzanne Suleiman qui avait écrit sur le rôle des femmes chez les surréalistes, et ce sont toujours des jurys, et en fait, il y a par le cas en photographie en France, il n'y a pas de femmes surréalistes. Il y a une tchèque citoyen. Voilà quoi. Et donc, c'est pas avant le nouveau roman qu'on a vraiment. Voilà. Donc, on peut penser que, et Xavier de Garde aussi, donc on peut penser que ce pôle, même s'il y avait des femmes, était quand même extrêmement masculin, et que dans le champ littéraire, dans les champs artistiques,
un principe de distinction genre-élève qui n'est jamais analysé comme tel, en fait, ou rarement. Voilà. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi ce qui explique que l'argument de l'autonomie aille de pair avec une espèce de tolérance. C'est plus que de la tolérance aux représentations sexistes, parce que ça faisait partie des principes de distinction qui va de pair avec l'anticonformisme, avec le refus de la bienséance, du political correct, et tout ça. Après, bon, vous voyez qu'au pôle plus autonome, quand même, les représentations qu'on peut avoir, que ce soit Flaubert, que ce soit elles sont plus complexes, souvent. Hein. Finalement, je trouve que c'est chez Faulkner aussi, voilà. Donc je pense qu'il y a un jeu avec la représentation codifiée et les écrivains les plus puissants sont ceux qui arrivent à transcender leur propre représentation. Par ailleurs, bon, Flaubert lui-même, il avait une relation avec une femme mariée qui avait plusieurs amants, qui était parfaitement au courant. Enfin voilà, donc je n'ai pas plus que ça. Donc, il n'était pas non plus dans la voilà, dans la propriété, dans la représentation très patriarcale de la société. Et donc pour lui, d'ailleurs, c'est plus il y a à la fois de l'empathie pour Madame Bovary, mais il y a aussi un mépris de classe, qui est avant tout un mépris, plus qu'un mépris masculin, c'est un mépris de classe, je pense, par rapport à elle. Mais voilà, mais c'est que des pistes de réflexion, parce que je n'ai pas de réponse. Je pense que ça serait vraiment une entreprise collective de réfléchir à cette question. Je pense que ça peut être un des objets de réflexion que vous menez ici. Merci beaucoup en tout cas pour cette exposé qui introduit de la nuance beaucoup, alors que quand vous parlez de la cancel culture, l'un des arguments c'est de dire que en fait les milieux féministes ou les militantes essaieraient de mettre dans un même endroit justement ce dans quoi vous montrez qu'en fait on peut pas traiter de la même manière pour le ski et Maslow. Et je pense que c'est intéressant de voir d'esquisser des critères de distinction. Alors moi il y a une distinction que vous avez esquissée, celle de bien sûr entre représentation et apologie, avec cette question de comment est-ce qu'on peut être sûr que ceux qui utilisent ces critères voilà, sera eux-mêmes marqués et soit influencés par les représentations qui les conduiraient à avoir une représentation là où il y a de l'apologie, la frontière est quand même assez ténue. C'est une première question. Et puis, deuxième question, peut-être sur l'autocensure. C'est une question qu'on s'était posée lorsque le premier séminaire là, avec Pierre Royal, et c'est une question comment on le fait ça, cet argument de censure. Oui, alors je pense que une analyse textuelle permet de distinguer effectivement la représentation de l'apologie, de la provocation, mais on ne sait pas très bien l'effet des représentations. Alors, j'avais regardé un peu vous savez qu'à propos des films pornographiques, il y avait tout un discours comme quoi ça incitait, etc. Et il y avait eu des expériences psychologiques menées dans les années 50. Et en fait, le résultat, d'ailleurs, Nixon avait interdit de divulguer les résultats parce qu'il montrait que finalement, à vision répétée, ça ne suscitait que de l'ennui. Et donc, ça n'avait pas du tout l'effet répété au film porno. D'ailleurs, les féministes américaines, comme vous savez, sont divisées sur le porno. Il y a les pro-porn et anti-porn. Voilà. Mais donc, c'est difficile de répondre, évidemment. Il y a aussi la question des publics, des deux publics que je n'ai pas rappelé là, mais qui est
construction 19e, c'est-à-dire le public cultivé qui aurait la capacité de percevoir, de lire les œuvres avec la distance esthétique nécessaire, et il y aurait le public des nouveaux lecteurs, surtout des nouvelles lectrices, hein, donc des femmes, et d'ailleurs Madame Bovary en est l'incarnation, hein, parce que quand elle lit des romans, ça lui donne des émotions, c'est ça qui l'incite aussi à l'action, c'est-à-dire à l'adultère, et aussi à avoir des désirs au-dessus de sa condition. Donc ça renvoie dans tous les fantasmes, tout ce que craignaient en fait au XIXe siècle les conservateurs des effets de la lecture, hein, à la fois conduire les femmes à tromper leur mari, à avoir des désirs, et puis conduire les classes modestes à vouloir s'élever dans la hiérarchie sociale. Donc évidemment, l'argument en défense qui a été toujours invoqué dans les professés, c'est bon, c'est quoi l'influence, comment est-ce qu'on peut prouver l'influence de la littérature, d'autant que ça s'adresse à une petite élite qui lit ces romans et qu'est-ce qu'ils en font. Après, la réponse de Zola, de Flaubert, c'était de dire, mais voilà, que son roman s'adresse pas à Emma Bovary. La réponse de Zola, ça sera de dire que le lecteur est assez, les lectrices sont assez intelligents pour avoir la distance, c'est-à-dire de pouvoir conclure par eux-mêmes. Et parce que ce qu'on leur reprochait aussi bien à Flaubert qu'à Zola, c'est de ne pas arbitrer, c'est-à-dire d'être dans cette position de narrateur distancié, objectif, qui ne juge pas de ses personnages, pas juger de ses personnages. Flaubert introduit en fait le narrateur un peu scientifique, hein, qui a une forme d'objectivité. Alors, c'est pas parce qu'on est objectif qu'on est neutre, hein, comme on sait, mais il a l'apparence de la neutralité, et c'est ce qui lui est reproché. Voilà, donc il y a cette question qui est évidemment, on peut dire que dans une société qui a une éducation, ben, évidemment, on a les manières pour mettre à distance. Et de toute façon, la question de l'identification, il a été montré, hein, je renvoie à Hogarth, hein, qui montre que les classes populaires ne s'identifient pas du tout aux romans qu'ils lisent, et qu'au contraire, et tous les travaux qui ont été menés sur la lecture, Jean-Marie Schaeffer pour la fiction, enfin, comment en fait la fiction nous conduit, au contraire, en comparant la distance par rapport à soi et la comparaison, à favoriser la réflexion et pas du tout l'identification. Voilà, alors on peut s'intéresser s'interroger sur les types de médiums, on peut s'interroger sur. Il n'y a pas de réponse, hein, sur l'effet cathartique, c'est vraiment une question que je me suis posée, que je continue à me poser. Je pense que ça peut avoir cet effet-là. Mais je me demande quand même si. Alors peut-être que ça évite beaucoup de pulsions, que ça dévoie beaucoup de pulsions criminelles ou agressives. Le fait d'être exposé à ces œuvres, et en même temps, je m'interroge quand même sur, ça n'a jamais été interdit, hein, c'est l'œuvre en série, enfin, dans la littérature, c'est pas quelque chose qui est prohibé du tout. Il y avait le procès de Boris Vian, hein, j'ai craché sur vos tombes, il était sous le pseudonyme d'un auteur américain, mais à part ça, enfin, il y a voilà, et aussi parce qu'il avait été retrouvé sur la table de quelqu'un qui avait commis un meurtre. Et donc là, la question de l'effet du roman avait été posée. Mais c'est très difficile, on n'a jamais pu prouver de lien de causalité la lecture et les actes. Voilà. Sur la question de l'autocensure, c'est une question absolument centrale, mais elle existe tout le temps, partout et de tout le temps. Si on prend les manuscrits de Flaubert, parce qu'on a la chance de les avoir, on voit qu'il avait supprimé des mots comme bordel, comme tous les mots un peu grossiers, familiers, des mots trop crus. Donc cet effet, il existe tout le temps. On se censure sur des... alors, il y a la question du N-word aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il faut réécrire la case de l'oncle Tom en effaçant le mot, le N-word, le mot
nigger, parce que c'est choquant, et c'est vrai que c'est choquant, ou est-ce qu'il faut le contextualiser? C'est une question qui est posée. Je pense que la contextualisation est plus utile, parce que sinon, encore une fois, on va effacer la violence symbolique qui était produite par ces textes qui pourtant se voulaient, enfin, voilà, empathiques. Voilà. Donc, donc l'autocensure, c'est permanent. Quand on écrit, on s'autocensure. Bourdieu parle de la censure comme un effet de champ. Dans tout champ, en fait, il y a des effets de censure. Ben, on ne s'insulte pas quand on a un débat scientifique. Parfois, ça arrive, mais les réseaux sociaux aidant. Mais normalement, on ne devrait pas, et sauf dans des circonstances où justement il y a une montée d'hétéronomie, comme quand j'ai étudié la période de l'occupation allemande, des écrivains sous l'occupation allemande. Alors là, je peux vous dire la levée des censures dans le débat et les insultes et surtout la stigmatisation des gens. Donc, par exemple, dans un débat scientifique, on ne peut pas réduire l'adversaire à son identité pour le disqualifier. Il faut répondre aux arguments, n'est-ce pas? Et si ça se fait. Mais ça se fait de manière normalement plus feutrée. Sous l'occupation, évidemment, là, l'adversaire, de toute façon, il n'avait plus le droit à la parole, et en plus, il était réduit, ou elle était réduite, à l'identité, que ce soit pour enfin, d'être juif, ou d'être étranger, ou d'être aussi comme les communistes, et bien sûr aussi, le racisme était très. On ne reconnaissait même pas comme adversaire des intellectuels d'une autre couleur qu'eux. Donc voilà, donc ces formes de censure, parfois elles sont positives et qu'on force les gens à se censurer sur les propos racistes. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a une lutte menée par l'extrême droite. Alors, je peux parler du procès Obono où j'ai témoigné, mais en tout cas, si on a le temps. Mais juste avant d'évoquer ça, les intellectuels d'extrême droite, ou les écrivains d'extrême droite, revendiquent disent que la loi Pleven, la loi de 72, c'est une restriction de la liberté d'expression, ce qu'elle est effectivement, et ils disent que c'est pas normal et qu'il faudrait lever cette loi. Zemmour écrit contre cette loi dans les suicides français, voilà. Et c'est pour ça que j'ai vraiment réfléchi à cette notion de stigmatisation. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'est apparu clairement hein, quand j'ai fini la responsabilité de l'écrivain, lors d'un entretien que j'ai donné à Charlie Hebdo. C'était en 2011, et parce qu'ils m'ont posé la question en fait de ces. Parce que cette droite littéraire ou intellectuelle se réclame de la tradition des luttes pour la liberté d'expression. Et c'est grâce à eux, et en fait, ils me posaient ça en toute. Enfin, voilà, c'est pas une question piège, ils se posaient la question eux-mêmes. Et parce qu'on peut dire on est pour la liberté d'expression absolue, et de toute façon, tout ça va se réguler dans le débat public. Hein, c'est ça l'argument. Mais j'en suis quand même venue à l'idée que tous ces, enfin, et ça rejoint la question du sexisme, mais en tout cas, la stigmatisation des personnes, il faudrait que je parle de stigmatisation, à raison de la réduction des personnes à une propriété auquel ils sont assignés, ou elles sont assignées, c'est une stigmatisation qui a des effets qui est performative, qui a des effets sur la personne, parce que du coup, ça modifie les représentations par rapport à ces... Enfin, ça conditionne la représentation, et donc ça conditionne les comportements à l'égard de ces personnes. Et ça légitime les formes de violence symbolique et, par voie de conséquences physiques, à leur égard. Voilà. Donc, je pense que c'est très différent de l'offense aux mœurs, où là, c'est la défense de l'ordre social et on va protéger les maris pour que leurs femmes
ne leur échappe pas, et surtout, on n'a pas le droit de le représenter parce que ça risque de donner des liens. C'est pas du tout du même ordre que la stigmatisation de populations vulnérables en position subalterne dominée dans la société. Voilà. C'est pour ça que je fais cette différence, et pour moi, ça n'est pas, et c'est pour ça que je suis contre la réédition des pamphlets, surtout en collection blanche chez Gallimard, des pamphlets de Céline, et ainsi de suite. Voilà.